Par rapport aux idées occidentales, la notion de qui est hors concept. Le qui n'est pas une idée qui résulterait d'un effort intellectuel. Le qui est primaire, il est antérieur à toute réflexion. Il est du domaine de ce qu'on sent, et le point de vue sur l'homme, dans l'optique du qui, est celui d'un tout, d'une unité invisible qui se projette sur le plan phénoménal. Le qui fait apparaître la part de l'homme que la science, l'intellect pur, ne peuvent recouvrir. L'homme est ici chargé d'inconnaissable, il est en dehors de toute équation qui l'expliquerait. Paradoxalement, pour nous, le connaître, c'est se débarrasser du souci d'explication. Alors, Ichio Tsuda, nous allons revenir à cette notion du mouvement régénérateur que nous avions commencé à expliquer hier. Ce que le Seitai met en évidence, c'est le mouvement régénérateur comme une manière de faire apparaître le spontané. Apparemment, le spontané, pour nous, s'associe immédiatement à l'idée de faire tout ce qui vient à l'esprit. C'est le n'importe quoi, mais il ne s'agit pas de ça dans le mouvement régénérateur. Non, c'est pas du tout ça. En ce qui concerne le mouvement régénérateur, je continue à dire qu'il s'agit de l'exercice de système moteur extra-pyramidal. Tout le monde le fait, sans le savoir. Mais pour que soit effectif sur le plan organique, il faut quand même organiser. Parce que la civilisation s'est dirigée dans un sens très très différent. La notion de spontané s'applique au mouvement qu'on fait dans la vie quotidienne. C'est-à-dire le travail, le ménage, tout. Mais quand l'extra-pyramidal n'est pas bien développé, on ne sent pas en train. On est retenu, on est bloqué. Et alors, l'exercice de l'extra-pyramidal permet justement de débloquer cette situation. C'est dans le sens de travail que j'ai utilisé le mot spontané et on a confondu avec le mouvement. Et il y en a qui exécutaient n'importe quoi qui passe par la tête. Mais c'est pas ça. En fait, le spontané, ça n'a rien à voir avec l'immédiat. Le spontané, c'est plutôt un fait naturel, un fait de l'organisme. Si vous voulez, l'engagement total de l'individu dans ce qu'il fait. Tandis que le mouvement régénérateur, c'est simplement l'exercice justement de ce côté qui est ignoré, complètement rouillé, laissé dans l'abandon. Si une voiture est complètement rouillée, on ne peut pas mettre en marche. Mais quand c'est mis en état, ça roule. Voilà. Il y a un terme qui me frappe et c'est le mot régénérateur. Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est un mouvement qui normalise le terrain. Le mot terrain étant entendu comme l'ensemble qui constitue l'individu, le psychique et le physique. Tandis qu'en Occident, on divise toujours en psychique et puis le physique. Au début, c'était appliqué comme thérapeutique. Mais depuis que Noguchi a créé la notion de Seitai, c'est-à-dire le terrain normal, ça a cessé d'être thérapeutique. Dans le Seitai, l'absence de maladie n'est pas nécessairement le signe de bonne santé. La pratique du mouvement demande qu'on fasse le vide dans son propre mental, c'est-à-dire qu'on calme l'activité cérébrale. Alors il y a cette notion de non-faire que Noguchi désigne par cette phrase que je trouve extrêmement belle, le cœur du ciel pur. Alors le cœur du ciel pur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le cœur du ciel pur et puis le vide mental, c'est la même chose. Seulement, si je dis comme ça, on va imaginer un état d'extase où on ne perçoit rien, où on ne pense à rien. Non, c'est pas ça, le cœur de ciel pur. Lorsque vous êtes dans cet état, il y a toutes sortes d'idées qui surgissent à la surface du conscient. Eh bien, des petits détails de rien du tout, de ce qu'on a fait ce matin ou ce midi, etc.
Bien, sur le plan conscient, on m'a dit, mais, bah, ça n'a pas d'importance, et on l'oublie. Mais quand on se met dans cet état de cœur de ciel pur, tout ça surgit. Ce n'est pas le calme absolu, ce n'est pas le néant absolu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est tout de même une attitude de réceptivité, une attitude d'attention à soi-même. Je crois que le mot attention est très important aussi pour essayer de comprendre ce qu'est le mouvement régénérateur. On entend par le mot attention une direction de nos perceptions dans tel endroit, n'est-ce pas? Mais en dehors de ça, nous subissons des influences, des bruits, des chaleurs, l'humidité, et un tas de choses qui agissent sur nous, sans qu'on y fasse attention. Mais l'organisme réagit, sans que nous sachions. Voilà. Alors, il s'agit de concentrer toute cette réaction, non pas intellectuellement, mais organiquement. Voilà l'attention. Quand le corps est suffisamment entraîné, eh bien, le corps réagit tout de suite. Par exemple, en cas de danger. Bien. Quand on touche quelque chose de chaud, on retire la main immédiatement. C'est une réaction naturelle. Maintenant, il y a nombre de gens qui n'y arrivent pas. Ils réfléchissent avant de retirer la main. Et c'est trop tard. Qu'est-ce qui vous incite à sortir de votre conduite habituelle, de vos routines, à vous projeter dans l'inconnu hors de votre orbite coutumière? C'est l'attention. Dire que l'attention est une concentration de notre élan vital dans une orientation déterminée est peu de choses. Ce n'est qu'une explication. C'est valable dans la mesure où on fait le guide de tourisme. Il attire notre attention sur la genèse de tel ou tel monument, sur les détails du décor, sur la date de construction d'un temple, sur la hauteur de la montagne en face. Mais après une journée de visite, qu'est-ce qu'on retient? Les temples, les monuments, les décors, on en a assez. On se souvient d'un chat qui a traversé la rue, de l'eau qui jaillissait d'un rocher ou d'un gosse qui criait au bord de la route. Ce sont justement des choses que notre guide n'explique pas. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'attention? On ne sait pas. On sait lorsqu'elle est exigée. On retombe dans l'indifférence sitôt que les impératifs qui en découlent sont accomplis. Mais l'attention qui travaille obscurément en nous, qui nous tiraille de partout à la puissance de l'inconnu. La nature de l'attention, c'est d'être vague. Tant qu'elle est vague, elle agit en vous, vous perturbe ou vous pousse à l'action. À partir du moment où elle prend une forme nettement définie, elle cesse d'exercer sa puissance magique. Elle est classée, le qui meurt. Quelle relation y a-t-il entre la respiration et le mouvement régénérateur? Est-ce que la respiration n'est pas justement ce qui nous conduit à cet état d'attention, à cet état de concentration? Eh bien, la respiration dont je parle, c'est la respiration abdominale, c'est-à-dire une respiration qui affecte tout le corps, notamment le bas-ventre. D'ordinaire, on fait la respiration thoracique. C'est ce qu'on fait dans les gymnastiques, etc. Mais pour faire la respiration abdominale, il y a un tas de problèmes. Et provoque des accidents, par exemple. Parce qu'il y a la barrière de diaphragme qui empêche justement de agir plus loin. C'est ce qu'on appelle les boules au plexus solaire, etc. On ne peut pas y arriver uniquement avec un effort volontaire. Ben, au contraire, ça provoque des accidents graves. Alors, le mouvement régénérateur permet de passer à travers cette barrière, mais c'est une évolution intérieure très lente. Donc, si on n'est pas vraiment décidé, on ne peut pas continuer.
Dans le mouvement régénérateur, il y a un exercice que vous appelez la respiration par les mains. Il s'agit de l'inspiration par le bout des doigts et l'expiration par les paumes. Alors, cela demande évidemment une précision. Oui. Est-ce qu'on respire vraiment par les mains? Eh bien, cet exercice, on ne sait pas si c'est possible ou pas. Il y aura des objections. Soit on ne peut pas inspirer par le bout des doigts, expirer par la paume des mains. C'est une absurdité. Seulement, les gens qui acceptent de le faire constatent petit à petit que les mains changent. Ils ne savent pas pourquoi. Il y a des sensations qui surgissent. Cet exercice n'a aucun sens. Et justement, c'est parce qu'il n'y a pas de sens que ça permet de mieux concentrer. Disons qu'il n'a pas de sens intellectuel ou discursif. Mais il a un sens profond par rapport à la concentration. Oui, ça, on constatera après un long exercice. C'est ça, c'est donc la pratique du mouvement qui nous conduit à cet état de concentration. Et à mesure que s'intensifie l'état de concentration, l'état d'attention dont nous avons parlé, dans la même mesure s'intensifie la respiration qui devient beaucoup plus calme, beaucoup plus profonde. Il y a une chose qui me frappe. Vous écrivez « Le mot respiration que j'ai adopté pour représenter le mot qui ne veut pas dire respiration ». Le mot qui, c'est un mot qui est intraduisible. Parce qu'il n'y a aucun équivalent dans les langues occidentales. J'ai essayé de trouver des approximations, mais c'est impossible. Parce que, justement, le mot « qui » n'est pas un concept. Tandis que les langues occidentales sont conceptuelles. La philosophie manipule des concepts, des sciences aussi. Le « qui » s'applique à la sensation. Donc, un aspect fluide, insaisissable. Et pourtant, qu'on ressent en profondeur. Le premier élément, c'est que le qui, il est antérieur à toute réflexion, il est primaire. Oui. Et le qui nous met en relation avec la sensation, donc avec ce qui est mouvant, ce qui n'a pas de forme. Le second élément, c'est que le qui précède tout phénomène vital. Vous avez précisé qu'effectivement, le qui conduit à un point de vue sur l'homme qui est différent de celui de l'homme anatomique. Je voudrais que vous expliquiez cette phrase. Souvent, avec le même raisonnement, tantôt on agit, tantôt on n'agit pas. Pourquoi? Parce que dans un cas, il manque le qui, tandis que dans l'autre, il y a le qui. Alors, les arguments logiques ne s'appliquent pas sur ce qui se passe sur le plan concret. Il y a autre chose. On se justifie par des arguments, d'accord, mais ce qui nous propulse dans l'action, c'est que se situe sur le plan de sensation, qui est insaisissable. Donc la sensation, elle est plutôt de l'ordre d'une vérité tout à fait particulière, tout à fait changeante, et sans commune mesure avec la vérité de la science, par exemple, qui est une vérité abstraite, une vérité générale. Le mot respiration, que j'ai adopté pour représenter le mot qui, ne veut pas dire respiration. Mes tentatives d'explication sont suffisamment claires, tout en étant suffisamment obscures, pour nous entendre au moins sur ce point. Le besoin de comprendre, de classer dans un système de référence, a poussé les gens à trouver des équivalents dans leur vocabulaire. Magnétisme, fluide, élan vital, libido, et maintenant, il faudrait y ajouter le psy de la physique et le psy des chercheurs parapsychologues. Tout d'abord, le qui n'est pas une idée obtenue à la suite d'un effort intellectuel d'induction. Le qui est primaire. C'est ce qu'on sent antérieurement à toute réflexion. C'est aussi ce qui nous fait agir et réagir, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. À ce point de vue, tout le monde a le qui, sans que cela donne lieu à des discussions extrêmement savantes de savoir s'il existe en tant que substance ou ondulation. C'est un terme neutre qu'on utilise pour constater un état. Ce n'est pas un concept qu'on analyse et qu'on généralise,
c'est un non-concept. Ce terme neutre permet de nous placer à un point de vue intuitif. C'est donc, intellectuellement parlant, une position très naïve. Mais celle-ci a l'avantage de nous débarrasser de toute préoccupation théorique pour nous mettre en contact avec l'expérience immédiate. Le mouvement régénérateur, lui, nous met en contact avec la sensation. Donc il nous met en contact avec le qui. Ce que je fais ne se limite pas dans les choses verbales. Il faut la pratique. Autrement, ça tombe à côté. Du point de vue philosophique, il y a par exemple les idées de Bergson qui sont assez proches de ce que nous faisons. Seulement, il n'y a pas de pratique. Ça ne permet pas de vraiment saisir d'une façon viscérale ce qui se passe en nous. C'est simplement la compréhension. Effectivement, il y aurait en Occident une pensée assez proche de la vôtre qui serait celle de Bergson. Mais Bergson est resté effectivement sur le plan de l'intellection, sur le plan de la pensée, sur le plan discursif, alors que lorsque vous abordez des questions similaires, vous l'abordez d'abord et avant tout par une pratique. L'écriture est une conséquence.